Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Africa Télévision. Merci pour votre fidélité. Ce soir, dans votre émission politique, le débat, Takuba au Mali pour quoi faire avec honorable Omar Mariko, président du parti SADI, Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance, député à l'Assemblée nationale. Honorable Mariko, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Notre second invité est honorable Moussa Diarra, député à l'Assemblée nationale, président de la commission emploi et promotion de la jeunesse et des femmes de l'Assemblée nationale. Honorable Diarra, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. À moi de vous remercier. Merci beaucoup. Et notre troisième invité est M. Chekne Kamara, président de la plateforme citoyenne Les Bâtisseurs. Monsieur Kamara, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Lissa. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Honorable Mariko, pouvez-vous nous dire pourquoi les femmes sont les seules cibles des attaques djihadistes? Je vous remercie. Je dois répondre directement à cette question pour dire que d'abord, les femmes ne sont pas, à mon avis, les seules cibles, mais c'est la seule principale. Parce que si on dit que les femmes sont les seules cibles, on risque de faire l'impasse sur des morts d'autres pays qui sont sur le territoire malien. Mais seulement le problème, c'est que les femmes sont la principale cible des attaques. Et de mon point de vue, c'est parce que les femmes sont dans une position défensive. Sont dans une position défensive d'une part, ça c'est pour parler d'un point de vue un peu technique, mais probablement, ou bien peut-être clairement, on ne sait pas exactement qui est l'ennemi. L'ennemi n'a pas été défini, identifié et pointé du doigt par le politique. Et si bien que les femmes sont mises dans une position à telle enseigne que chaque fois elles sont surprises, et parce que aussi quelque part, si nous savons, les femmes manquent cruellement de renseignements. Elles manquent de renseignements, elles manquent... on se pose même la question de savoir est-ce qu'il y a véritablement une collaboration entre les différentes forces militaires qui se trouvent sur le champ des opérations en République du Mali. Je parle des FAMA, je parle de l'aménagement, je parle de Barkhane. Et je pense qu'il n'y a pratiquement pas de collaboration parce que la faiblesse technique des FAMA devrait être compensée par la force de Barkhane et par la force de l'aménagement. Pour tout dire, en réalité, nous sommes dans une situation de à qui profite cette guerre. Parce que la guerre, ce n'est rien d'autre que la continuation de la politique par une autre manière. Et donc, quelle politique est en cours aujourd'hui? Parce que cette guerre tue, cette guerre fait des morts, elle fait des blessés, elle appauvrit un pays, mais cette guerre enrichit aujourd'hui et prépare des enrichissements futurs. Alors donc, c'est à ce niveau-là qu'il faut situer pourquoi les femmes deviennent la cible de toutes ces attaques-là. D'accord, mais toujours est-il que, honorable, je voudrais rester toujours avec vous. Les autres qui sont attaqués, est-ce qu'on ne peut pas dire que ce sont des dommages collatéraux, des attaques des femmes? Est-ce qu'on a une fois vu ces djihadistes attaquer les autres partout où il n'y a pas les femmes? Oui, mais la question est très pertinente. Par commodité et par diplomatie, on va dire que les autres sont attaqués. Et ce qui est aussi réel, ça fait des dégâts collatéraux. Mais n'oublions pas une chose, c'est que cette guerre, quand j'ai dit qu'il faut chercher à savoir d'abord qui fait la guerre au Mali. Alors quand on sait qui fait la guerre au Mali, on comprendra pourquoi les femmes sont fréquemment attaquées. Pour nous, c'est très simple. C'est très simple cette histoire-là. Je viens d'une grande réception à l'hommage de Salif Keïta, qui a tenu des propos d'artistes, mais de simples citoyens maliens, et qui a pointé du doigt, quelque part, l'origine de cette guerre, à qui cette guerre profite. Ce n'est plus un secret pour les Maliens, pour les Africains, pour le monde entier, que la guerre dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui a deux causes essentielles. Une cause endogène et une cause exogène. La cause exogène de cette guerre a été le phénomène qui a précipité les événements à partir de 2011-2012. Cette cause exogène, c'est
le programme français, le programme des puissances étrangères a détruit les États-nations. Les États-nations qui, les jeunes aujourd'hui dans l'exploitation des ressources, parce qu'ils veulent avoir nos ressources à ciel ouvert. Vous avez le Mali, par exemple, en exploitation d'or, nous avons 18%. Et les 18% d'or que le Mali a sur l'or exploité au Mali, c'est la quantité d'or qui est présentée par les multinationales. C'est-à-dire, autrement, le Mali ne sait même pas, le gouvernement malien ne sait même pas la quantité d'or réellement exploitée. Alors donc ça, aussi, d'un point de vue géostratégique, le Mali est une convoitise et on sait aujourd'hui que c'est la France de M. Sarkozy qui a déclenché la guerre à la Libye et qui avait comme point de mire le démantèlement de l'État-nation au Mali, le démantèlement de l'État-nation au Niger et le démantèlement de l'État-nation en Algérie et au Burkina Faso. Alors donc, c'est un plan clair aujourd'hui pour tout le monde. La deuxième chose qui a fait que, qui explique les facteurs endogènes, les deux sont liés. Les deux sont liés pourquoi? Parce qu'il y a eu un démantèlement progressif de l'État d'un point de vue politique, la décentralisation. La décentralisation, les Maliens, certains régimes maliens se sont tapés la poitrine pour dire qu'on a fait une décentralisation réussie, on a fait la meilleure décentralisation. Des gens ont même parlé du dépérissement de l'État, comme pour emprunter aux marxistes le langage d'un État qui disparaît au moment où les classes n'existent plus, pour faire une confusion totale sur le démantèlement de l'État-nation. 703 communes, 648 contestés, 13% des richesses qui sont affectées à 75% des populations. Donc, affaiblissement de l'État, affaiblissement des services publics, l'école qui a été liquidée, les centres de santé, les services sociaux comme la santé qui a été aussi liquidée, les terres qui sont bradées, qui sont retirées aux paysans, donc la mort programmée du paysanat pour la course, pour les ressources minières et le sous-sol de la terre. Alors donc, de ce point de vue, il y a eu cet affaiblissement de l'État qui a aussi enrichi au Mali, qui a enrichi quelques individualités, quelques personnalités qui ont appelé l'arrivée des forces étrangères pour soi-disant mettre fin à une guerre qu'on pouvait maîtriser autrement et qui n'est rien d'autre que la conséquence d'une gestion catastrophique de notre pays. Mais en dernière instance, ceux qui ont dirigé, qui ont mis sur place un système politique, économique et social de 92 à aujourd'hui sont les seuls bénéficiaires avec leur soutien français. D'accord, merci honorable Mariko, honorable Diarra. Alors tout de suite, honorable Mariko nous parlait alors du déficit du renseignement au niveau de l'armée malienne. Il dit que l'armée malienne manque cruellement de renseignements. Comment est-ce possible avec nos services de sécurité, avec Barkhane, avec MINUSMA? C'est ce que tout le monde se demande. Qu'est-ce qui fait que alors nos femmes sont toujours surprises et objet d'attaque tout le temps? Merci. Tout d'abord, je m'incline devant la mémoire de toutes nos victimes, civiles et militaires, nationaux et étrangères. Je pense qu'aujourd'hui, cette question du renseignement a été déclarée par tout le monde. Même quand on a interpellé les différents ministres, ils l'ont dit. Le ministre de la Sécurité l'a dit, le ministre quand même de la Défense aussi l'autre jour l'a dit. Donc, on ne peut pas comprendre aujourd'hui dans la guerre qui nous est imposée, une guerre asymétrique. C'est vrai que nous avons fait recours à des forces étrangères qui sont venues, qui ont un mandat bien déterminé. Nous avons quand même ces traités de coopération avec la France, dans lesquels traités, il est dit que ces forces étrangères-là doivent appuyer notre armée dans le cadre du renseignement. Et au-delà de cela, je pense que nous avons nos services propres. Si nos services ont des lacunes, par rapport au renseignement, je pense que l'armée française doit être là. Mais ce qu'il faut dire, et qu'on a tout le temps dit, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes seuls dans cette guerre-là. L'erreur monumentale qu'on a quand même commise, ça c'est quand même de mettre ces forces devant nos forces armées. Cette guerre, malgré l'a dit, les causes sont endogènes et exogènes. Mais aujourd'hui, la solution est endogène. Il faut qu'aujourd'hui l'armée malienne soit quand même devant.
votre première question par rapport aux différentes attaques, moi je dirais aujourd'hui, ce n'est pas les partisans de la paix, je dirais les partisans même de la paix pour l'unité. Aujourd'hui, l'intégrité du territoire, ce sont eux qui sont attaqués. Contrairement à d'autres qui sont là, qui n'ont jamais été attaqués, moi je le dirais, qui ne sont jamais attaqués, qui ne sont pas les cibles quand même de ces djihadistes. Donc d'où quand même le complot dont nous dénonçons tous ici. Donc nous pensons qu'aujourd'hui, nos services de renseignement, s'ils sont là, aujourd'hui, devaient quand même pouvoir nous fournir aujourd'hui en avance certaines informations afin de prendre devant, afin quand même d'anticiper sur certaines attaques que nous avons connues. Et sortir de la position défensive, comme disait tout de suite Honorable. Bon, les renseignements, ça c'est l'anticipation. Okay, les renseignements, ça c'est l'anticipation. Quand les services de renseignement fonctionnent en merveille, je pense que tout ce que nous avons connu, Douara, Koulongo, Sobaneda, autres là, je pense qu'on allait pouvoir prévenir certaines de ces attaques-là. Mais on dirait qu'il n'y a même pas de renseignements. Le ministre l'a dit comme je l'ai dit. C'est pourquoi on le demande aujourd'hui, s'il y a défaillance au niveau du renseignement, pourquoi ne pas remplacer ceux qui sont défaillants aujourd'hui? Justement, ces défaillances sont-elles dues à un problème de moyens techniques ou à un problème d'hommes selon vous? Bon, selon moi, je ne dirais pas que c'est un problème de moyens. Ce n'est pas un problème de moyens. À mon avis, il y a un problème quand même d'hommes. Il y a un problème d'hommes aujourd'hui. Quand tu parles de renseignement, je pense que les moyens peuvent venir après. Les moyens peuvent venir après. Surtout nous, au niveau de l'Assemblée nationale, quand même, nous avons fait de notre mieux en dotant quand même l'armée des moyens conséquents. Tout ce qu'on a eu à nous demander, je pense qu'on a fait passer. La loi LOPMA a passé, la LPC a passé. Et d'autres fonds ont été quand même délivrés, d'autres fonds ont été quand même donnés à l'armée pour faire face quand même à ces besoins. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, les questions de renseignement, ce n'est pas une question de moyens, mais peut-être une question d'hommes. Une question d'homme, excusez-moi. Et en même temps, Honorable soulevait un autre grand problème. Il parlait en fait de savoir qui fait la guerre au Mali. Autrement dit, ces djihadistes qui nous tuent, est-ce que nous savons qui ils sont et qu'est-ce qu'ils veulent, au juste Honorable? Par rapport à cette question, moi je dis aujourd'hui que les djihadistes n'est pas Dogon, les djihadistes n'est pas Peul, encore moins Bamara, ni Sénoufo. Les djihadistes aujourd'hui, je pense que nous, nos ennemis, je ne dirais pas qu'on ne les connaît pas, mais c'est appuyé. Nous avons quand même les terroristes, nous savons réellement que c'est des gens qui sont appuyés. Ceux qui nous attaquent aujourd'hui, quand ils voient même la manière de leur attaque, on sait que c'est des gens qui sont quand même soutenus et appuyés partout. Je vois l'attaque, je prends l'exemple sur les différentes attaques de nos différents camps. Quand ils échangent même avec nos militaires, les hauts cadres de l'armée aujourd'hui, c'est des attaques ciblées. Souvent, on voit même que ceux qui sont là, qui sont là pour nous aider, quand ils passent souvent dans les camps, c'est ça. Je prends l'exemple du Barkhane. Barkhane sillonne tous ces camps-là, toutes ces zones-là aujourd'hui. Et c'est après quand même les visites de Barkhane que nous subissons quand même ces attaques, ces atrocités par rapport à nos camps. Alors qu'est-ce que cela voudrait dire? Cela voudrait dire aujourd'hui que nous pointons du droit ce que nous avons dit là. Aujourd'hui, les forces étrangères qui sont là comme Barkhane ne sont pas là ne sont pas ici en train de faire ce qu'on les a demandé. Donc, nous pensons aujourd'hui que le fait qu'ils soient autour de nous aujourd'hui, ou bien qu'ils prennent le devant, c'est ça qui aggrave le problème. Mais selon vous, au moment où nous voyons les groupes armés taire leurs revendications séparatistes, au même moment où on voit l'État du Mali qui veut même passer à une mise en œuvre accélérée de l'accord, nous ne comprenons plus pourquoi ces attaques. Que veulent-ils ces djihadistes, selon vous? Bon, si c'est les djihadistes créés, je pense qu'ils ne veulent pas l'unité quand même de notre pays. Ils ne veulent pas la stabilité. D'où la dénonciation quand même de ces forces-là. Moi, je le dis haut et fort, je le dis très clairement à travers ce que j'ai constaté. Aujourd'hui, moi, je pointe du doigt la France. Je pointe du doigt la France. Je pointe du doigt la France, c'est très clair. D'accord. Merci, Honorable Diarra. Monsieur Camara, alors selon vous, qui sont ces djihadistes et qu'est-ce qu'ils veulent? Merci, Monsieur Dissa. D'abord, je tiens à exprimer toute la gratitude à la chaîne Africable, toute ma gratitude pour cette invitation. Parlez plus fort dans le micro. Je disais que j'exprimais toute ma gratitude à la chaîne Africable à travers tous ces débats
qui porte sur les questions cruciales de la vie de notre nation. Et c'est aussi un honneur pour moi, n'est-ce pas, d'avoir à débattre avec deux honorables de l'Assemblée nationale, qui sont les représentants du peuple, en particulier l'honorable Oumar Mariko, alors que, pour qui j'ai beaucoup de respect. Cela dit, vous savez, il faut qu'on apprenne à regarder la réalité en face. Dans l'histoire des peuples et des nations, à chaque fois qu'il y a guerre, on peut avancer des prétextes. Mais pourquoi la guerre? La guerre, elle s'effectue essentiellement pour des raisons économiques. Les nations, les peuples, les civilisations, les sociétés entrent en guerre les unes contre les autres, ou pour la conquête de l'espace, ou pour la conquête des trésors, n'est-ce pas, liés à cet espace-là. Et à chaque fois qu'on constate qu'il y a la guerre dans un pays ou sur un espace donné, c'est que cet espace-là constitue un enjeu essentiellement économique. Ça peut être un enjeu, n'est-ce pas, géostratégique, ça peut être aussi un enjeu géopolitique. Mais les raisons essentielles de la guerre sont des raisons économiques. Maintenant, il est clair que dans le cas de la guerre qui nous est imposée aujourd'hui, que nous n'avons pas cherché, que nous ne méritons pas, c'est une guerre asymétrique. S'il était aussi facile d'indexer l'ennemi, si l'ennemi n'était pas suffisamment lâche, si cet ennemi pouvait sortir du bois, affronter nos forces armées et de sécurité, alors aujourd'hui nous aurions su véritablement si notre armée était vaillante ou si elle ne l'était pas. Mais nous avons en face de nous des gens qui se cachent parmi nous, qui se confondent avec nos populations, qui observent les forces armées et de sécurité qui sont en uniforme. Quand un militaire vient parmi nous ici, il porte l'uniforme, chacun sait que c'est un militaire. Mais lorsque ces militaires se déshabillent, portent, n'est-ce pas, une tenue civile et vient s'asseoir ici, ce n'est pas écrit sur son front que c'est un militaire. Donc nos forces armées et de sécurité sont dans des camps identifiés, ils portent l'uniforme, n'est-ce pas, de nos forces armées et de sécurité, et ils sont la cible alors des individus suffisamment lâches et malhonnêtes qui les attaquent alors de façon, n'est-ce pas, imprévue. Donc, alors aujourd'hui, on peut supposer que tel est l'ennemi. On peut même avancer, n'est-ce pas, des arguments dans tel ou tel sens. Mais le problème est que l'ennemi n'est pas réellement identifié. Et c'est ce qui complique la situation de la guerre dans laquelle nous nous trouvons. Et du coup, il est aussi difficile de savoir qu'est-ce qu'il veut? Bien entendu. Il sait, mais on peut supposer qu'est-ce qu'il veut. Et qu'est-ce qu'on peut supposer, M. Camara? On peut supposer que l'ennemi veut déstabiliser notre pays. À quelle fin? Mais essentiellement à des fins économiques. D'accord. À des fins économiques. Alors l'ennemi veut déstabiliser notre pays, l'ennemi veut opposer alors les Maliens les uns aux autres, les ethnies les unes aux autres, et, n'est-ce pas, l'ennemi veut empêcher le développement de ce pays, parce que quand vous regardez un peu la part du budget qui est investi aujourd'hui dans cette guerre, cela aurait pu être investi pour les besoins sociaux de base. D'accord. Mais M. Camara, si nous ne connaissons pas qui est l'ennemi, nous savons quand même qui est l'ami. En tout cas, officiellement, nous pouvons dire que Barkhane est ami, MINUSMA est ami. Mais revenons par exemple à Barkhane, avec son ancêtre Serval, en 2013. Alors, Serval a conduit une opération ici qui consistait à bouter ces djihadistes-là très loin de nous. Alors, en quelques jours, en une dizaine de jours, alors, ils ont libéré tout le pays. Alors, Barkhane qui suit Serval, avec les FAMA, échoue toujours alors à bouter ces djihadistes-là. Alors, au jour d'aujourd'hui, comparé à 2013, qu'est-ce qui a donc changé sur le terrain pour qu'on voit cet échec-là des forces-là? Bien, donc, en réalité, les décisions politiques déterminent les actions militaires. Et chaque décision politique
pour mieux la cerner, pour mieux la comprendre, il faut la contextualiser. En 2013, alors, parlant, n'est-ce pas, pour se référer à Serval, c'était une force française. C'est le président Dioncounda Traoré qui, compte tenu des menaces qui pesaient sur le Mali, qui a appelé, n'est-ce pas, le président Hollande pour lui demander un appui aérien afin, n'est-ce pas, alors de barrer l'évolution des djihadistes en direction de Bamako. Il faut effectivement reconnaître que, comme vous l'avez si bien remarqué, en quelques jours, ces forces françaises, n'est-ce pas, surtout à travers l'appui aérien, ont contribué à la libération de l'essentiel des régions du Nord, exception faite, bien entendu, de Kidal. Je crois qu'on en parlera au cours de l'émission. Tout à fait. Maintenant, cela dit, cette guerre a impliqué des moyens colossaux. La guerre, elle coûte cher. La guerre, elle coûte extrêmement cher. Et il faut que quelqu'un soit là pour payer l'addition. Maintenant, excusez-moi, maintenant, qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons simplement que, avec l'évolution, n'est-ce pas, des rapports de force sur le terrain, et bien entendu l'évolution aussi du contexte politique, parce qu'entre-temps d'autres pays se sont impliqués, alors il y a lieu de chercher à savoir qui doit payer la facture assez colossale de cette guerre-là. Et comme je l'ai dit, quand, n'est-ce pas, on parle d'amitié entre les pays, bon, c'est bien beau, hein, mais entre les pays, entre les nations, il y a plus de relations d'intérêt que des relations d'amitié. Maintenant, est-ce que, alors, les raisons qui ont motivé la mobilisation des forces aussi exceptionnelles, des moyens militaires aussi considérables, n'est-ce pas, est-ce que les attentes de nos partenaires à ce niveau-là ont été comblées? Là, c'est la question que je me pose. Et je me dis en tout cas que une guerre, elle a un coût. Et ces coûts-là, n'est-ce pas, doivent être pris en charge alors par quelqu'un. Merci, M. Camara, honorable Mariko. M. Camara soulève une grande question. Est-ce que les attentes depuis 2013 ont été comblées, les attentes de nos partenaires? Vous-même, vous avez fait le point que tout de suite, là, que les choses se sont empirées. C'est très clair. Cherchons d'abord à savoir. D'abord, je veux répondre à l'honorable qui dit que c'est les hommes des services de renseignement qui ont peut-être failli. Mais ce n'est pas que les hommes des services de renseignement. Il y a le renseignement militaire, les renseignements généraux, il y a la sécurité d'État. Tout ça, c'est des renseignements. Mais les renseignements ne peuvent travailler qu'avec les moyens dont ils disposent. Il a parlé de l'effort gigantesque qui a été fait par le peuple malien en mettant à la disposition de notre armée des moyens colossaux. Mais ces moyens ne sont pas allés là où ils doivent partir. C'est évident aujourd'hui, c'est très clair. Si le vérificateur, sur le pôle économique peut faire un tour au niveau du ministère de la Défense, il nous dira que les milliards qui ont été votés pour les renseignements, pour les blindés, pour ceci, cela, que la plupart de cet argent a été détourné. Alors donc ça, c'est la responsabilité de qui? C'est la responsabilité du pouvoir, de votre pouvoir, à ne pas mettre les moyens à la disposition des hommes sur le terrain. Maintenant, le problème, on ne connaît pas l'ennemi, on ne connaît pas l'ennemi. L'ennemi, il est connu. L'ennemi, j'avais dit qu'il y avait deux niveaux de responsabilité. Le premier niveau de responsabilité, c'est qu'un pays comme la France, un État impérialiste, pour parler d'un jargon, a toujours besoin d'argent, de plus d'argent, et de soumettre des pays, et dans les prochaines guerres à suivre, a besoin d'un État stratégique, d'un lieu stratégique pour sa défense et pour sa guerre. Maintenant, il est clair que pour vaincre la Libye, M. Sarkozy a entraîné toute l'humanité entière à battre Kadhafi. Il est clair aussi que M. Sarkozy, le président français, a soutenu des Maliens
qui s'étaient coupés du Mali depuis des années et qui étaient des Libyens qui construisaient l'ossature de la guerre, disons de l'armée de Kadhafi, a quitté Kadhafi, le rang de Kadhafi, avec armes et argent, pour venir occuper une partie du territoire promise, à savoir le Mali, sous forme de Azawad. Il est clair qu'un mouvement a été créé à cet effet par la France et qui a déclaré l'indépendance de l'Azawad sur les Champs-Élysées. Ça, c'est une réalité. Bon, la deuxième réalité, c'est que il y a eu un coup d'État en 2012 qui n'est rien d'autre que la conséquence de la mauvaise gestion politique, la mauvaise gestion militaire et sécuritaire du pays. Alors donc, je dois préciser ici qu'il est faux que de dire que les problèmes du Mali ont commencé à partir de 2012. C'est absolument faux. Le problème de l'armée malienne, le problème de la sécurité, depuis 2006, les gens de Gao, les gens de Kidal, les gens de Tombouctou criaient l'insécurité et des gens sont allés jusqu'à Gao à manifester contre la tenue des élections si la sécurité ne revenait pas à Gao. Donc ce n'est pas à partir du coup d'État de 2012 qu'on va dire que tout a commencé. C'est absolument faux. Maintenant, pour vous dire qu'un des premiers ennemis du Mali dans cette guerre, qui est l'ennemi principal, c'est la volonté des autorités françaises à imposer au Mali leur régime, à imposer, à transformer le Mali en une véritable colonie et à l'exploiter comme ils l'ont fait 65 ans d'Iran. Ça, c'est une réalité. Maintenant, il y a des complicités à l'intérieur. Une des complicités à l'intérieur, c'est à la chute du régime de Amadou Touré, ceux qui ont pris les destinées de la transition et qui ont fait appel à la France, ont refusé le dialogue entre Maliens. Ils ont préféré faire appel aux Français pour venir chasser, soi-disant, les djihadistes. Mais tout le monde sait que l'attaque de Kona, il est absolument faux qu'à partir de Kona, les djihadistes, soi-disant, devraient venir prendre Mopti, etc. Et il est absolument faux que c'est la France qui a sauvé le Mali. C'est absolument faux. L'attaque de Kona a été perpétrée, et tout le monde le sait, par Yad Agali. Et cette attaque-là a été faite par Yad Agali pour permettre la descente, l'installation de l'armée française en République du Mali, pour les besoins de la France. Et tout le monde sait aussi que, et Djongouda l'a dit, sa lettre a été modifiée. Bon, si sa lettre a été modifiée, ça c'est ce qui s'est dit dans les coulisses. Il ne l'a jamais dit publiquement pour que les Maliens l'entendent, que comme quoi sa lettre a été modifiée. Si la lettre a été modifiée, mais pourquoi dans ces conditions ne pas faire la réunion des forces politiques au Mali pour que, face à cette guerre que vous appelez asymétrique, parce que moi je ne comprends pas une guerre asymétrique, donc pourquoi en ce moment-là on n'oppose pas à l'ennemi identifié les forces populaires, donc une guerre populaire. Mais vous voyez vous-même, quelles sont les forces en présence? Il y avait le HUA, il y avait Ansardine d'abord, Ansardine qui n'a jamais marché dans la partition du Mali, mais qui avait comme chapeau idéologique la religion, la charia. Vous aviez Ansardine qui s'est transformé, il y avait l'Ansardine, il y avait le Moujao, et parallèlement à cela, Gandakoy, Gandaïzo, tous ces groupes armés existaient, mais la principale force, c'était Ansardine, et le Moujao qui a chassé le MNLA de Gao. Le MNLA aussi existait comme force porteuse des revendications françaises de dépeçage de la République du Mali. Maintenant, aujourd'hui, nous avons le HUA, le MNLA dans la CEMA. Nous avons les mouvements Gandakoy, Gandaïzo, Moujao, etc., qui se sont retrouvés entre la plateforme, la CEMA, etc. Voilà deux forces armées en présence. Et aujourd'hui, qui se sont relativement stabilisées. Vous avez, dans la région de Mopti, des Dozo qui sont sortis dans un premier besoin de protection parce que l'État n'arrivait pas à assurer leur protection face à des bandits dans un premier temps. Et voilà Amadou Koufa qui sort en justicier pour pouvoir rétablir les manquements de la justice sociale de l'État central qui nous dirige, qui, il faut le reconnaître, est devenu un État voyou. On a vu partout le comportement de l'État et ça continue, malheureusement, aujourd'hui. Donc, de ce point de vue-là, il y a des forces. L'ennemi, quand tu regardes
toute cette situation-là, le principal obstacle, je ne dirais pas l'ennemi, maintenant, le principal obstacle à la situation actuelle, c'est le pouvoir qui manque complètement de vision à unir les Maliens, y compris les Maliens qui ont pris les armes les uns contre les autres, et à faire face à celui-là qui est venu dans le but de pouvoir dépecer ce pays-là. Alors donc, la question de... Vous avez parlé tantôt de traités avec la France. Ce n'est pas un traité, ce n'est pas un simple traité. C'est un accord de défense, un accord politique signé entre le gouvernement malien et les autorités françaises et qui est passé à l'Assemblée nationale, qui a été voté et qui donne aussi de la possibilité aux Français aujourd'hui d'avoir la pleine et entière mobilité sur le territoire malien. Maintenant, nous sommes devant une situation. La réforme constitutionnelle, elle est liée aussi à l'émiettement de l'État. La réforme constitutionnelle dont on parle aujourd'hui, dont on ne veut pas en parler, mais cette réforme constitutionnelle, aussi bien que l'accord de défense, ces deux ensemble, mis l'un dans l'autre, permettent donc justement une politique d'émiettement de la République du Mali pour faire en sorte que l'économie malienne réponde à l'économie étrangère et à l'économie des spéculateurs nationaux. D'en parler, de développer cette thèse honorable. Honorable Diarra, alors nous entendons parler de l'arrivée très prochaine d'une nouvelle opération au Mali, opération Takuba, au moment où Barkhane montre ses limites. Alors, nous voudrons d'abord comprendre pourquoi cette appellation Tamashek. Voilà, pourquoi appeler cette opération-là, pourquoi lui donner une appellation en langue Tamashek? Pourquoi? Je voudrais vous demander de me permettre de dire à mon collègue qu'aujourd'hui, le pouvoir, je pense que le pouvoir, c'est Dieu. Hein. Moi, je comprends le pouvoir, c'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui prend. Je pense qu'aujourd'hui, ce que vous avez fait, ce que nous avons fait, c'est la même chose. Aujourd'hui, voter la LOPM là, pour mettre au service de l'État. Quand la LOPM a été votée, c'est l'ensemble des députés qui ont voté. Il faut définir. La loi d'orientation et de programmation militaire, c'est la majorité des députés, à l'unanimité, ont adopté ce projet de loi, vu le contexte sécuritaire du pays. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a les trois pouvoirs distincts. Il y a le législatif, il y a l'exécutif, mais il y a le judiciaire. Nous pensons aujourd'hui qu'avec vraiment ce réveil, je dirais, de la justice, rien n'est interdit. S'il s'agit quand même de la mise en œuvre, nous, notre souci, c'était de mettre de l'argent à la disposition de la population et des forces armées. Et cela, on l'a fait. Maintenant, le suivi, c'est bien géré, si ce n'est pas bien géré, je pense qu'aujourd'hui, la justice est là vraiment pour quand même traquer ceux-là qui ont mal géré ces ressources-là. Donc, je voulais faire cette mise au point. Pour revenir à votre question, je pense qu'il faut qu'on sache raison garder. Ce n'est pas le nom de Takuba, à mon avis, qui est le problème. Mais l'opération même. Parce que nous sommes en train de décrier les autres opérations. Est-ce qu'aujourd'hui, en faisant une évaluation de l'opération Barkhane, Serval, est-ce qu'il faut-il aujourd'hui, je pense qu'il faut revenir comme ça, est-ce qu'il faut-il accepter une autre opération? Moi, je pense qu'il faut voir la question dans ce sens-là. Nous sommes tous en train de dire aujourd'hui que Barkhane, aujourd'hui, ne joue pas son rôle. C'est vrai, je suis d'accord avec vous parce que c'est moi qui ai posé la question. Quand on voit le rôle, l'accord que nous avons avec la France, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit au ministre de la Défense. Qu'est-ce que nous avons? Moi, mes premières questions étaient adressées comme ça. Qu'est-ce qu'un traité de coopération? Qu'est-ce qu'un accord de défense? Les réponses ont été claires d'après le ministre. Il dit que nous avons un traité. Mais d'après moi-même, mes analyses, quand ils voient aujourd'hui les agissements de la France sur notre territoire, c'est plus que même un accord de défense. Je suis entièrement d'accord avec cela. C'est la raison même du fait que nous sommes aujourd'hui contre quand même ces forces étrangères-là aujourd'hui. Moi, je pense que nous devons être clairs. On ne peut pas admettre aujourd'hui qu'un pays comme la France, qui est venu aujourd'hui, si ce n'est qu'un simple traité de coopération, on ne peut pas comprendre aujourd'hui que au niveau de tous les centres opérationnels de notre armée, qu'on note la présence d'un Français. Pourquoi? Pas de l'assistance. On ne peut pas comprendre cela. Donc, raison pour laquelle nous-mêmes, nous sommes en train de chercher à voir clair dans ça. Moi, je ne peux pas comprendre là où les opérations secrètes de l'armée malienne se décident qu'il y a la présence d'un Français.
Vous n'avez pas confiance à vos amis? Non, on n'en a pas confiance parce qu'aujourd'hui, avec leur présence, nous savons que toutes les opérations de l'armée sont vouées à l'échec d'emblée. Quand ils doivent aller tout de suite, je prends un exemple, quand ils doivent aller à Mondoro, les opérations c'est décidé en sa présence. Les femmes ont toujours eu soit des embuscades, soit des contre-attaques. Donc c'est très clair. Aujourd'hui, il faut que nous arrêtons cela. Il faut que nous déclarons cela et que si c'est un traité, et que ça soit traité comme tel. Mais est-ce que vous ne trouvez pas que Takuba pourra trouver les solutions? Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Moi, je pense que nous ne voulons pas, moi personnellement, je pense que ce n'est pas nécessaire de faire appel à une autre opération. Comme je l'ai dit, dans cette guerre-là aujourd'hui, nous avons tous vu aujourd'hui que l'armée malienne est en train quand même de mener, à adopter une posture offensive. Et elle a adopté une posture offensive. Elle est en train quand même de déjouer certaines embuscades. Même si aujourd'hui elle est en train de gagner dans la douleur, je pense qu'aujourd'hui c'est l'armée malienne qui doit être au front. Ceux qui sont là pour nous aider, ils doivent nous aider en matériel, soit quand même dans la formation et quand même l'appui technique et l'appui logistique. Mais on a vu que ces gens-là, comme vous l'avez dit, la première question, et ils ne vont jamais mourir pour notre pays. Ceux qui meurent là aujourd'hui, on sait comment ils sont morts. On le connaît. Merci, Honorable Diarra, Monsieur Kamara. Oui. Alors pour vous aussi, peu importe l'appellation Takuba, peu importe l'appellation Tamashek, que l'opération soit appelée en fait par des mots français, Bambara, peu importe, selon vous aussi? Bon, en réalité, en tant que philosophe de formation, je sais que les mots ont un sens. Et quand on choisit un concept, ce n'est jamais de façon innocente. Donc, si on a choisi, n'est-ce pas, ce concept-là, ça obéit alors à une logique. Et cette logique, il est important de chercher, n'est-ce pas, à la connaître. Serval a une signification et toutes les opérations ont une signification. Donc, on sait, n'est-ce pas, que, alors si cette fois-ci on a préféré choisir Takuba, cela a nécessairement des, n'est-ce pas, des conséquences. Si vous voulez, on peut, n'est-ce pas, il est important de faire des analyses par rapport au choix de ces concepts et non, n'est-ce pas, un autre concept Bambara ou bien Sonrai ou bien Peul, par exemple. Ok, mais selon vous, que va-t-elle apporter que Serval et Barkhane n'ont pu? Vous savez, on dit les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Les mêmes actions produisent toujours les mêmes résultats. Si on veut qu'il y ait une évolution du statu quo, si nous ne voulons pas rester dans la situation que nous connaissons aujourd'hui, il est important qu'on change d'attitude, qu'on change d'approche, qu'on change de façon de faire. Si alors les forces étrangères, que chacun, parce qu'il est important, il y a des choses, quand on le dit, ça plaît aux Maliens. Et je peux comprendre ça. Mais en réalité, le monde de la logique n'est pas la logique du monde. C'est-à-dire que les choses ne se passent pas comme on les souhaite. Les choses se passent comme elles doivent se passer. Et cela, qu'on le veuille, oui ou non. Donc si on veut faire une analyse objective d'une situation réelle, il faut obligatoirement, n'est-ce pas, regarder les faits en face. C'est clair que ces puissances étrangères, il faut suffisamment être naïf pour penser que des pays autres que les Mali vont envoyer leurs enfants au Mali, se faire tuer, payer leurs impôts pour acheter leur matériel et que ces matériels-là soient utilisés au Mali au profit des Maliens sans un retour sur investissement. C'est-à-dire que penser cela, ça relève de la pure naïveté. Aucun homme politique sérieux, aucun intellectuel responsable ne peut penser comme ça. Maintenant, quand les gens viennent, ils viennent parce qu'ils ont des objectifs clairs. Nous savons que notre pays regorge des ressources. Et ces ressources-là sont un enjeu économique de taille. Maintenant, autour de cet enjeu, alors il y a lieu, effectivement,
n'est-ce pas, de créer les conditions qui puissent permettre à toutes les parties d'entretenir ce qu'on pourrait appeler une relation gagnant-gagnant. Il n'est pas souhaitable qu'un pays normal fasse appel à des armées étrangères pour venir alors assurer la paix, la sécurité, la défense de son territoire. À chaque fois qu'un pays a fait appel alors à des armées étrangères, c'est parce que ce pays est dans une situation alors qui n'est pas souhaitable. La France l'a fait. La France a fait appel aux pays africains. Hollande l'a reconnu ici. Mais la différence entre, n'est-ce pas, l'apport des Africains à la France lors de la Seconde Guerre mondiale et l'apport de la France aux Africains, disons aux Maliens aujourd'hui, c'est que les tirailleurs sénégalais, qui étaient essentiellement maliens, quand on regarde même les films, on sait que les tirailleurs sénégalais, si on les appelle sénégalais, ils parlaient quand même bambara, ils ne parlaient pas wolof. Maintenant, ces tirailleurs sénégalais-là, alors, ils ont apporté à la France leur sang, leur sueur, leur vie, mais sous le commandement français. Sous le commandement français. Donc, maintenant, vous reprenez la question du commandement. Ouais, mais c'est clair qu'aujourd'hui, ceux qui nous aident ne sont pas en train d'agir sous le commandement militaire malien. Donc, dans une logique de réciprocité, si je me réfère à ce que Hollande avait dit en son temps, c'est que ceux qui viennent nous aider doivent d'abord nous demander de quoi nous avons besoin. Alors, de quelle forme d'aide nous avons besoin? Cette aide-là, sous quelle forme nous la voulons? Et, n'est-ce pas, dans quelles conditions nous voulons que cette aide-là, alors, s'opérationnalise sur le terrain. Mais si cela n'a pas été le cas, c'est parce que les rapports de force sur le terrain, alors, nous sont totalement défavorables. C'est ça la réalité. Maintenant, quand les rapports de force, n'est-ce pas, sont défavorables, il est important que, n'est-ce pas, vous puissiez élaborer des stratégies qui puissent vous permettre d'avoir l'honneur sauf et aussi de sauver le maximum de vies. Maintenant, avant de terminer, il y a un point, n'est-ce pas, qui a été relevé, parce que ça a été dit et redit plusieurs fois, c'est le point relatif alors au renseignement. Vous savez, comme Honorable Marico l'a dit, il y a les renseignements militaires, il y a les renseignements généraux, il y a la sécurité d'État. Mais dans l'opinion nationale, surtout, quand on parle des services de renseignement ou des renseignements, les gens ne voient que la sécurité d'État. Alors qu'au fond, la sécurité d'État est essentiellement chargée, je dis bien essentiellement chargée, de la sécurité des institutions de la République, à commencer par le président de la République. La sécurité d'État n'a pas vocation à se substituer aux renseignements militaires. Elle n'a pas vocation à se substituer aux renseignements généraux. Donc là, ces détails-là me paraissent extrêmement importants. Toutefois, dans l'optique, n'est-ce pas, dans une dynamique patriotique et dans le souci d'éviter au pays le pire, la sécurité d'État est en droit, à chaque fois qu'elle dispose d'informations, dans un domaine ou dans un autre, alors, n'est-ce pas, de pouvoir ou intervenir ou faire relayer cette information, n'est-ce pas, à qui de droit, pour permettre au pays alors d'assurer sa sécurité. Donc je voulais apporter cette précision. Merci Monsieur Camara. Honorable Marico, peu importe l'appellation Takuba, peu importe. Et que va-t-elle pouvoir apporter selon vous? Peu importe pas. Ah, peu n'importe pas. Non, non, non. Takuba a été choisi intentionnellement dans un esprit malsain de mettre les Maliens dos à dos. Takuba, c'est pour dire aux Maliens, nous, Français, nous venons soutenir les Tamashek. Maliens, sachez que les Tamashek travaillent pour la division du Mali. Maliens, sachez que les Tamashek sont des rebelles, les Peuls des terroristes, des djihadistes et tous des terroristes. C'est pour encore remonter l'opinion malienne contre une partie des Maliens, les Tamashek. La France a choisi ce mot-là pour qu'on soit toujours dans la logique. Ces gens-là
parlant d'état-major des gens du Nord, et nous, parlant des gens du Sud, etc. Ça, ce n'est pas un mot en l'air. Deuxième chose que je voulais dire à mon honorable député que la loi elle n'a pas été choisie à l'unanimité, hein, elle n'a pas été votée à l'unanimité, elle a été votée à la majorité. Vous l'avez votée, vous et une partie de l'opposition. La loi de programmation militaire, vous l'avez votée. La loi de défense, vous l'avez votée. Et à mon avis, ce n'était même pas utile de poser la question au ministre. Je serais à la place du ministre, je vous aurais retourné. C'est vous qui avez voté la loi. Donc pourquoi vous me posez la question de savoir si c'est un traité ou bien si c'est une loi ou si c'est un accord? Donc de ce point de vue, je crois que vous avez commencé à dire qui est l'ennemi. On avait dit ici tantôt sur cette table-là que l'ennemi était asymétrique, qu'on ne le voyait pas, etc. Mais voilà que l'honorable député dit que les Français ne doivent pas être dans le système de commandement. C'est qu'il y a un doute. Alors moi je dis que ce n'est pas seulement un doute. C'est une réalité. C'est une réalité. C'est pour cette raison que si le pouvoir, votre pouvoir peut se dédouaner pour être avec le peuple malien, commencez par retirer les Français du dispositif de commandement de l'armée nationale. Commencez déjà, ça c'est votre responsabilité. Ça c'est la responsabilité du pouvoir. Commencez déjà à sortir l'aménagement du commandement français. On va vous faire confiance en disant que vous n'êtes pas complice de la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui le Mali. Maintenant, il y a un certain nombre d'éléments que je voulais dire. De toute façon, jamais été contre pour l'intervention française, hein, parce que tous ceux qui disent que les Français nous ont sauvés, comment il s'appelle Monsieur Camara. Monsieur Camara, et dont j'apprécie vraiment les informations qu'il a données tout de suite sur la question de la sécurité. Je voulais simplement ajouter que si le peuple est avec son armée, le peuple est un grand informateur et le meilleur informateur. Mais tout le monde sait qu'aujourd'hui, le peuple n'est pas avec l'armée, au moins dans les champs de commandement, à cause des bévues et des bavures que l'armée commet. Et l'armée commet ces bavures parce que le commandement de l'armée est simplement défaillant, parce que la politique qui conduit les hommes sur le terrain, cette politique, elle est aveugle. La plupart de ces problèmes-là peuvent être résolus d'un point de vue politique. Moi, je ne crois pas du tout à la résolution de la crise malienne par l'arme. Je crois beaucoup plus à la force de politique, à la vision politique et à l'union des Maliens lorsque les Maliens se reconnaissent dans un État qui s'occupe d'eux. L'intervention française a permis deux choses qu'il faut que je dise ici. Je l'ai dit en 2013. Je répète aujourd'hui, l'intervention française a permis deux choses. Elle a permis de remettre au pouvoir des hommes qui avaient été décriés déjà par leur gestion depuis 1992. Elle a remis au pouvoir qui? On le sait, de Djongunda à Ibeka. C'était des vieux chevaux d'un certain mouvement démocratique qui étaient fatigués, qui ne pouvaient plus continuer à gérer ce pays parce que leur système a créé suffisamment de frustration pour que nous soyons dans cette situation aujourd'hui. Donc l'intervention française a remis ces hommes en sellette. La deuxième chose, le MNLA était battu et n'existait plus sur le territoire national. Ils étaient en Mauritanie, ils étaient au Burkina Faso. L'intervention française a réussi à replacer le MNLA dans le dispositif pour que ça compte dans les discussions, dans les débats. Et c'est en ce moment que la tournée qui a été faite par le Premier ministre Moussa Mara, il aurait dû être là. Je souhaite vraiment qu'il soit là sur le plateau qu'on en parle. On avait vraiment voulu l'avoir, mais malheureusement pour nous, il est présentement en France. L'action qu'il a menée à Kidal a permis justement à mettre le HUA et le MNLA ensemble pour construire la CEMA. Maintenant, ce qui est le bonheur pour les Maliens, c'est que les deux ne se sont pas mis sous la revendication politique du MNLA, qui n'était absolument rien d'autre que la partition du pays. Maintenant, cela étant dépassé, leur fameuse opération Takuba, qui permet de remonter encore les Maliens contre les Tamashek, on en a assez de cela, n'apportera absolument rien d'autre. C'est une façon de cacher l'échec de la collaboration française à la lutte contre, soi-disant, le terrorisme, le djihadisme,
qui, malgré sa présence, n'a pas empêché que les Dozo sortent à Massena, sortent à San, Amadou Koufa sortent à Mopti, et tout ça dans une volonté de pouvoir faire en sorte qu'il y ait un conflit intracommunautaire et intercommunautaire. Takuba ne rapportera absolument rien d'autre, c'est pour camoufler simplement l'insuffisance française et en même temps essayer de pointer du doigt les femmes comme étant responsables, comme étant incapables d'assurer la sécurité pour le Mali. Voilà mon analyse. D'accord, mais si nous savons que Takuba ne va absolument rien apporter, alors qu'est-ce que nous pouvons faire pour la stopper dès maintenant, ou qu'est-ce que nous pouvons faire peut-être pour changer, modifier son contenu? Mais ça, c'est Ibrahim Boubacar Keïta, le président Ibrahim Boubacar Keïta et ses hommes. C'est eux. Eux seuls? C'est eux seuls. Au niveau de l'Assemblée, par exemple, les députés ne peuvent absolument rien faire. Écoutez, je vais vous donner un seul exemple pour vous dire que les députés ne peuvent absolument... Enfin, les députés qui pensent autrement ne peuvent absolument rien. Le débat qui est passé à la télé passée, vous m'avez vu? Je n'étais pas à l'Assemblée nationale, qu'est-ce que je vais aller faire? Si c'est pour avoir 20 secondes de parole, le temps de parole. Parce que simplement, je suis député non inscrit, j'ai 5 députés à l'Assemblée nationale, on a pitié de moi, on me dit, on va donner 1 minute, 2 minutes. Mais vous croyez que pour la nation, avec tout le rang que j'ai dans ce pays, je dois aller m'asseoir pour parler pendant 20 secondes ou 30 secondes? C'est leur système de gestion qui n'est ni démocratique et qui manque de vision, qui est aujourd'hui la plaie béante. Mais on peut les aider. Je les aide en disant qu'Ibrahim Boubacar Keïta soit courageux. Si demain Ibrahim Boubacar Keïta dit, c'est lui qui a nommé le conseiller militaire français au niveau du dispositif des FAMA. Alors donc, qu'il revienne sur sa nomination et qu'il enlève. Et qu'ils prennent le taureau par les cornes, qui disent que la MINUSMA ne peut pas être conduite par se soumettre aux opérations des forces Barkhane, et en plus, qui ne passe pas toujours par Paris pour aller défendre les dossiers du Mali aux Nations Unies. S'il devient courageux pour prendre une telle posture, alors il pourra bénéficier de l'union de toutes les forces maliennes pour que nous en faisions une cause commune. Si on fait une cause commune, cette guerre-là, alors il est clair que les questions peuvent être résolues beaucoup plus politiquement que par les armes. Je suis convaincu de cela. Je suis convaincu de cela et c'est pourquoi je dis, encore une fois, le problème, il est politique. Il est hautement politique et d'ailleurs la guerre, pour emprunter aux philosophes, n'est rien d'autre que la politique menée d'une autre manière. Voilà. Merci, honorable Mariko. Honorable Diarra, vous pourrez réagir, mais sur une autre question. Alors, si toutefois nous voyons que cette opération Takuba ne va absolument rien nous apporter de nouveau, alors, qu'est-ce qu'en tant que Maliens, nous pouvons faire pour la stopper? Par exemple, beaucoup de Maliens trouvent que dorénavant, il faut que le peuple dise quel mandat il faut donner à l'aménagement. Est-ce que déjà nous pouvons dire, nous avons notre mot à dire par rapport au mandat de cette force Takuba là? Je pense que nous avons bel et bien notre mot à dire. Mais ce que je voudrais dire à mon aîné Mariko, c'est que, comme il a dit, il n'a pas été à l'Assemblée nationale l'autre jour. Ce n'est pas l'autre jour seulement, mon aîné s'est fait très rare à l'Assemblée nationale pour le travail parlementaire. Parce que le travail parlementaire n'est pas que les interpellations. Il y a des travaux en commission. Quand il y a des projets de loi, il faut les examiner ensemble. Je pense que mon aîné s'est fait rare par rapport à ces raisons. Mais, quand vous voyez ce que dit Mariko par rapport quand même à ces forces étrangères, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Je suis de la majorité. Je suis de mon point de vue par rapport à ces forces-là que mon aîné. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est quoi aujourd'hui? Moi, à moi seul là, m'opposer aux Français, on ne peut pas. Mon aîné Mariko a lui seul opposé aujourd'hui contre cette force française, ces forces françaises-là aujourd'hui, il ne peut pas. Il y a tellement de mouvements aujourd'hui. Au niveau de l'Assemblée, nous ne sommes pas les seuls. Hein. Mais c'est nous qui avons eu peut-être le courage d'affirmer vraiment notre position. Ça, c'est une réalité. Mais je vous assure qu'il y a encore d'autres députés, aussi bien de la majorité que de l'opposition, qui sont dans la même dynamique. Hein. Mais c'est une question de volonté, c'est une question de courage. Maintenant, pour mener à bien cette lutte-là, moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est ce que moi, je demande à mon aîné. Il ne sert à rien quand même de mener des combats dans la solitude.
tu peux le faire, peut-être que tu auras de l'audience. C'est ce que j'ai dit. Quand j'ai fait les déclarations, il y a des gens qui disent que oui, voilà, lui, c'est vraiment un député, il est comme ça, il est comme ça. Mais non, c'est pas ça. Nous voulons aujourd'hui, vous et nous voulons quand même l'accompagnement, le soutien de notre peuple, de la population, de la société civile surtout. C'est de ça qu'il s'agit. Et cette force, cette nouvelle opération, la Takuba, là, je pense que ça, c'est le moyen pour nous aujourd'hui de taire toutes les vérités. Aujourd'hui, je suis de la majorité, mais personne ne peut m'empêcher quand même de dire mon opinion par rapport à ça. Parce que j'ai constaté quelque chose, j'ai vu quelque chose. Donc moi, je voudrais aujourd'hui que nous fassions, comme vous l'avez dit, ça c'est la solution alternative, que nous faisions l'union sacrée autour de cette question. Personne n'a besoin vraiment de forger sa personnalité autour de ces questions. Ce que nous voulons aujourd'hui, ça c'est la libération de notre peuple. C'est pourquoi j'ai dit aujourd'hui, il faut faire confiance en nos femmes. Si nous, aujourd'hui, nous sommes unis, majorité, opposition, toute personnalité politique confondue aujourd'hui, et que la société civile forte nous accompagne, je pense que nous pouvons quand même jouer pleinement ces rôles-là en empêchant ces forces-là et en mettant les forces qui sont là, en les mettant sur les rails. Merci. C'est cela qui peut marcher. Merci, Honorable Diarra, Monsieur Camara. Alors, nous avons été tous surpris. Alors, un jour, on est tous devant la télé, on apprend que bientôt, il y a une opération qui va venir au Mali. C'est comme ça, hein, on apprend. Voilà, bientôt, il y a une opération Takuba qui va venir au Mali, une opération conduite par la France avec des pays européens, etc. Mais comment et pourquoi, surtout, la France et l'Europe peuvent décider d'une intervention militaire sur le sol malien sans l'avis et encore moins sans l'aval des Maliens? Comment est-ce possible tout ça? Bon, merci M. Dissa. En fait, beaucoup de choses sont possibles pour un homme qui se trouve à terre. C'est-à-dire que lorsque, par le fait de l'histoire, vous êtes vaincu, ou même si vous ne l'êtes pas, si vous vous croyez vous-même vaincu, eh bien, il est possible que vous subissez beaucoup de choses. Aujourd'hui, ceux qui ont la responsabilité de la gestion de l'État sont des Maliens comme nous. Dieu peut-être pour ceux qui croient, le hasard pour ceux qui ne croient pas. En tout cas, les faits et l'histoire a voulu que ceux qui nous dirigent aujourd'hui soient ceux-là qui nous dirigent. Avant eux, il y a eu d'autres, et après eux, il y en aura aussi. Donc aucun pouvoir n'est éternel si ce n'est celui de Dieu. Maintenant, cela dit, je suppose, parce que je suis optimiste et je préfère toujours prêter aux gens des intentions positives, je peux supposer que même ceux qui nous dirigent aujourd'hui, alors ne sont pas tout à fait d'accord avec toutes les décisions qu'ils prennent, ou peut-être qu'ils subissent. Mais il se trouve que quelque part, nous sommes tellement divisés. C'est-à-dire que quand vous regardez un peu les Maliens, que ce soit sur le plan politique, que ce soit dans nos mosquées, dans nos églises, n'est-ce pas, même au marché, dans les familles, on est tellement divisés sur tout que n'importe quelle situation alors peut nous soumettre à rude épreuve. Parce que l'histoire l'a démontré, l'expérience aussi, qu'à chaque fois que vous êtes divisés, vous êtes affaiblis. Et à chaque fois que vous êtes unis, alors vous êtes, n'est-ce pas, renforcés. Aujourd'hui, il y a, n'est-ce pas, au moins 2 ans de cela, que moi, j'avais parlé de trêve patriotique. Trêve patriotique, une trêve, pourquoi? Parce qu'au fond, la situation du pays est tellement critique. Les conditions de vie sont tellement difficiles pour l'écrasante majorité de notre population. Ajoutez à cela, n'est-ce pas, alors, toute cette liste macabre qui ne fait que se prolonger de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, que quelque part, je me dis qu'il est extrêmement important que chacun essaye de s'oublier un tout petit peu pour
faire bloc autour de ceux qui, n'est-ce pas, ont la responsabilité de la gestion de l'État aujourd'hui. On peut avoir des raisons de les en vouloir. On peut avoir des raisons de les combattre. On peut avoir les raisons d'être d'accord ou, n'est-ce pas, de ne pas être d'accord avec eux. Mais puisque c'est eux qui ont aujourd'hui la responsabilité de la gestion de l'État et que nous sommes, n'est-ce pas, dans une situation extrêmement critique, alors, à mon avis, il est important, à travers cette trêve patriotique-là, de les accompagner, de les aider, de les soutenir pour que nous puissions sortir de l'ornière. D'accord. Merci, Monsieur Camara. Honorable Mariko, une question plateau. Je vous la poserai à tous les trois. Mais une question quand même un tout petit peu longue, honorable. En fait, pour beaucoup de Maliens, tant que le cas Kidal n'est pas clarifié, absolument rien ne marchera. Alors, nous voulons savoir, Kidal fait-il partie ou non du Mali? Si oui, pourquoi l'armée malienne ne peut pas y entrer? Deux, qui l'interdit l'accès à Kidal? Sinon, si Kidal n'est pas au Mali, faut-il renoncer définitivement à Kidal ou comment faut-il faire pour le récupérer? Est-ce que Kidal a renoncé au Mali? Moi, je ne sais pas, je vous pose la question. Kidal n'a pas renoncé au Mali. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens se font des cauchemars. Avec ce que l'État fait aujourd'hui à Nyonon, les gens de Nyonon vont se poser la question, est-ce qu'ils font partie du Mali? Je n'ai pas campagne dans tous les coins et les recoins du Mali. Je dois dire à mon honorable député que le débat parlementaire, le travail parlementaire, ce n'est pas seulement entre les quatre murs de l'Assemblée nationale, surtout quand on se sent, on voit que ces idées ne prospèrent pas. Quand ces idées ne prospèrent pas, ça ne vaut pas la peine de venir tenir la tasse. Je ne suis pas venu pour tenir la tasse à qui que ce soit. L'interpellation est un des temps forts d'un député. Et l'interpellation n'est pas qu'une interpellation que les gens voient. L'interpellation peut se faire de façon écrite. Et je continue à faire des interpellations écrites. L'autre face, la phase d'interpellation ouverte, nous vous avons tellement initié que vous avez multiplié les questions d'actualité. Mais seulement, le problème, c'est que ça ne vole pas haut. C'est ça la question. Ça, c'est un autre débat sur lequel on va revenir. Kidal. Mais quand je vois des enfants de Kidal traiter les Tchadiens d'esclaves de la France, et quand je vois des enfants, des jeunes à Bamako ici, dire que c'est la France le mal, les femmes de Kati, les jeunes de Mopti, qui disent que c'est la France qui est le mal, ça me donne à réfléchir. Donc pour moi, dire est-ce que Kidal fait partie du Mali, est-ce qu'il ne fait pas partie du Mali, ce n'est pas un débat ça pour moi. Parce que pour moi, l'administration n'est pas à Kidal, c'est vrai. L'administration générale n'est pas à Kidal, mais ce n'est pas à Kidal. L'armée non plus. Ce n'est pas à Kidal. On y brûle les drapeaux maliens. L'armée à Kolonjeba, l'armée à Kolonjeba quand il y a des problèmes. La question politique n'est pas résolue. La question politique de l'unité nationale, la question politique de l'État au service des populations, cette question n'est pas résolue. Tant que cette question n'est pas résolue, qu'il y a des frustrations, on continuera comme ça. Prenez les femmes à elles-mêmes. Aujourd'hui, vous savez, il y a plus de 700 personnes qui ont été chassées de l'armée. Et vous savez, des déserteurs ont été repris, remis dans l'armée, mais qui sont dans des conditions de précarité. Un État qui est géré de cette manière-là. Qui est géré de cette manière-là. Il y a des choses que je n'aimerais pas dire ici pour que ça n'ait d'autres connotations, parce que je n'aurai pas le temps de les développer. Mais je dis que Kidal fait partie du Mali, ne fait pas partie du Mali. C'est une question qui me gêne extrêmement. Extrêmement. Mais est-ce que le Mali appartient aux Maliens? Est-ce que le Mali appartient au Mali? Mon problème est là à ce niveau-là. Quand le président de la République du Mali ne peut pas aller défendre les dossiers du Mali aux Nations Unies sans passer par un pays tiers. Lorsque on ne peut pas se lever aujourd'hui pour aller à Tombouctou, vous parlez de Kidal, parlez de Tombouctou, comme on le souhaite. Par avion, sans passer par des forces étrangères. Réglons d'abord cette question-là. Réglons cette question-là. Et la résolution qui est en cours, à savoir ces fameuses réformes constitutionnelles pour ramener la réforme à l'appétit de l'accord d'Alger, n'oublions pas une chose. L'accord d'Alger a été rejeté par le mouvement de la rébellion. Ensuite, qui a donné beaucoup d'amendements. L'Algérie a rejeté ces amendements. L'État malien aussi a fait beaucoup d'amendements. L'Algérie a rejeté aussi
ces amendements, alors cet accord-là, il appartient à qui? Il appartient à qui? Alors donc, franchement, moi je ne me pose pas cette question. Moi je me pose le problème de savoir comment réaliser une certaine unité politique autour d'une vision du pays. Maintenant, cette unité peut se faire à deux niveaux. Il appartient à Ibrahim Boubacar Keïta et à son régime de pouvoir, parce que c'est eux qui décident. Moi, je ne décide pas. C'est eux qui décident. De dépasser les intentions. Parce que le chemin de l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc, si vous voulez regrouper les Maliens autour de vous, posez un acte. Nous avons refusé l'intervention française en 2012. Vous savez ce que ça nous a coûté? La France nous a empêchés de voyager sur tous les pays Schengen. Ils ont bloqué tous nos comptes soi-disant à l'extérieur. Je n'en avais pas, heureusement. Et je n'étais pas le seul. Même les gens du MP22, tous les gens du MP22, c'était les mêmes mesures qu'on a prises jusqu'aux États-Unis. Moi, j'ai déposé un visa, une demande de visa. 3 mois, mon passeport est resté à l'ambassade des États-Unis. On me l'a retourné sans le visa. Et entre-temps, quand l'ambassade de France m'a refusé le visa, mes collègues de l'Assemblée nationale applaudissaient pour dire que la France a le droit de refuser le visa à qui il veut. Nos collègues étaient là, l'Assemblée, ils applaudissaient. Ils honnissaient le député qui a pris la parole. Disons, eux ne sont pas plus français que nous. Ils sont plus français que les Français eux-mêmes. Ce jour-là, j'ai dit à tous les députés assis, j'ai dit de toute façon, ce visa, je l'aurai. Et le visa, je l'ai eu. Parce que l'ambassade de France m'avait dit, le problème n'est pas à notre niveau, le problème est au niveau de votre pouvoir. Qu'ils nous disent si on doit vous donner le visa ou pas. Et l'ambassade n'a pas réagi. Okay. Donc franchement, je vais vous dire une chose. L'union politique est bonne, mais dites à Ibrahim Boubacar Keïta de prendre des mesures courageuses. Le peuple malien va l'accompagner. Sinon, s'il ne prend pas de mesures courageuses, le peuple malien a commencé à ouvrir les yeux. Les gens ont bougé à Gao. Les gens ont bougé à Bamako sous forme d'associations. Les associations, c'est insuffisant. Il faut emprunter une forme politique qui va imposer au régime la marche à suivre. Ou il n'a qu'à rendre le tablier. La démocratie aussi, c'est ça. Quand on sent que sa nation est menacée, qu'on n'arrive pas par cette décision à faire prospérer le pays, alors on a le courage de dire basta, que notre fils de ce pays tente la situation. Cela n'a absolument rien de déshonorant. Au contraire, ça agrandit des hommes. Merci, honorable Mariko. Honorable Diarra. Bon, moi, je voudrais rappeler à l'honorable Mariko, depuis un certain moment, je pense que depuis mai, il y a un gouvernement de large ouverture qui a été formé. Ça, ce n'est pas que c'est un régime en particulier. Cela dénote quand même de l'engagement quand même des autres autorités à la gestion de ce pays. Par ailleurs, quand vous parlez quand même des statuts de Kidal, comme on le dit, moi, je pense que Kidal est et reste toujours au Mali. Je le dis en connaissance de cause parce que nous avons effectué quand même des missions à Kidal. Quand nous sommes allés à Kidal, la population de Kidal a accueilli les députés à bras ouverts. Ils ont accueilli les députés en pompe comme des présidents. Ça, c'est fait. Voilà, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas de problème au niveau de la population. Oui, mais excusez-moi de vous stopper à ce niveau. Quand vous dites qu'il n'y a pas de problème à ce niveau, c'est là où je ne vous suis pas, les deux honorables. Je ne vous suis vraiment pas sur la question. Nous avons vu les gens de Kidal brûler les drapeaux du Mali. Et vous nous dites qu'il n'y a pas de problème à Kidal. J'ai dit que je viens. Okay. J'ai dit que je viens. Cette histoire de brûler les drapeaux là, c'était mes missionnaires qui étaient là-bas. Moi, mes missionnaires étaient là-bas. C'était une mission que moi-même j'ai envoyée. C'est pourquoi j'ai dit quand les députés quand même ont foulé sur le sol de Kidal, ils ont été accueillis en pompe, comme des présents. Donc, quand ils sont arrivés, la population a voulu que, étant des autorités, ils l'ont pris comme ça, qu'ils aillent quand même faire hisser les drapeaux maliens. À la demande de la population. Les députés, ils ont dit que non, nous ne sommes pas venus pour ça, mais si vous nous demandez ça, nous allons faire ça. Mais à leur grande surprise, quand ils sont allés vers le drapeau, c'est le chef de la division politique de la MINUSMA qui s'oppose à cela. Qui est une Française. Ça, c'est une mission récente que moi-même j'ai envoyée à Kidal, qui s'est opposée. Et ils n'ont pas posé de problème. Ils disent qu'ils sont venus pour une conférence, et ils se sont retirés, ils sont allés à la conférence. La bonne dame a tenu à ce qu'elle soit présente à cette conférence-là.
Les députés ont dit qu'il n'y a pas de problème. Donc, elles l'ont laissé assister à cette conférence. Et 90%, 98% de la population qui ont pris la parole là, à Kidal, là, ces jours-là, disent que s'il y a un problème à Kidal, c'est les forces étrangères qui sont là. Ça, c'est la population de Kidal qui l'a dit. Mais est-ce qu'on sait qui empêche, par exemple, l'armée malienne de... Je vous dis, je reviens. Quand les gens ont exprimé quand même leur mécontentement quand même, par rapport à leur présence, la dame là était dans tous ses états. Les députés ont fini leur conférence et la population est allée battre 10 béliers pour 4 députés. 10 béliers, ils ont fêté toute la nuit. La dame, elle a pris le téléphone, elle a appelé partout au monde, toutes les relations, pour dire que les députés sont venus s'aimer de la pagaille ici. Et le matin, les députés ont pris l'hélicoptère pour aller à Gao, ensuite arriver à Bamako ici. Quand ils sont arrivés ici, ils voient sur les réseaux que les drapeaux sont en train d'être brûlés, les symboles de l'État, les gens sont pris au symbole de l'État. C'est pour vous dire la complicité qui est là aujourd'hui. Cette France-là qu'on est en train de déclarer, c'est ça. Ça, c'est la réalité. D'accord. Non, je l'ai dit. Non, moi, je l'ai dit depuis mes premiers propos. J'ai dénoncé la France en connaissance de cause. Aujourd'hui, on ne peut pas comprendre que les gens qui sont là aujourd'hui pour la paix, pour la stabilité de notre pays, les Maliens se retrouvent pour hisser les drapeaux maliens. En même temps, on les interdit, les Maliens, on interdit aux Maliens sur le territoire malien les drapeaux, les faire monter les drapeaux. On ne peut pas comprendre ça. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, le problème a été depuis 2012, on a vu, tout le monde a vu, le premier ministre de l'époque, Django Sissoko, il a dit. Lui, il a dit clairement, tout le monde a entendu ça. On ne peut pas comprendre que l'armée française, la force Serval, arrive aujourd'hui, il libère toutes les autres régions. Arrivées à Kidal, on dit à l'armée malienne stop. Il y a quoi derrière? Nous le savons. Le président Mamadou Issoufou, sa dernière visite ici, qu'est-ce qu'il est venu nous dire? Il dit que notre pays est en train quand même, c'est notre pays qui les met en insécurité par rapport à la situation de Kidal. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous devons tous avoir le courage de nous unir, de nous donner la main. C'est ce que je demande à mon collègue. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas vous, ce n'est pas moi, mais c'est l'ensemble des citoyens conscients de cette situation qui doivent sortir, faire une force commune pour sortir le pays de cette impasse-là. Ce n'est ni le président de la République, ni son premier ministre qui doit prendre cette décision. C'est le peuple quand même conscient qui doit prendre cette décision et s'assumer. C'est ce que moi je demande. Aujourd'hui, moi, une seule force, Marico, seule force là, je pense que ça ne sert à rien. Si nous avons des objectifs communs, nous devons pouvoir quand même donner la main. Nous avons un objectif commun, ça c'est quand même la stabilisation du Mali. Et nous devons taire toutes les vérités, nous donner la main pour sortir le pays de cette impasse. Merci, Honorable Diarra. M. Kamara. Oui, toujours par rapport à la même question relative à Kidal. Bon, en fait, quand j'écoute les honorables, je suis rassuré par rapport au fait que le peuple de Kidal n'est pas le problème. Mais lorsqu'on s'en tient aux informations qui nous sont relayées, alors, j'avoue même que le fait, n'est-ce pas, pour vous-même d'avoir posé la question de Kidal avec autant de sérieux, c'est parce que vous y voyez un problème. Donc, puisque nous ne sommes pas au même niveau d'information, il est clair que, n'est-ce pas, nous, on voit alors que Kidal est un problème. Un problème en ce sens que les forces armées maliennes ne sont pas présentes à Kidal. Un problème en ce sens que l'administration publique, les services sociaux de base sont absents, n'est-ce pas, de Kidal. Un problème en ce sens que les enfants de Kidal ne vont pas normalement à l'école comme les autres enfants de la République. Un problème en ce sens que les Maliens ne peuvent pas quitter alors à pied, à dos d'âne, à dos de cheval ou en tout cas à moto ou en voiture pour aller tranquillement à Kidal sans problème. Donc, alors si on nous dit que le blocage, ce n'est pas la population, quelque part, n'est-ce pas, il y a lieu effectivement que le peuple, parce qu'on peut toujours enchaîner un régime, hein. On peut toujours enchaîner un régime, on peut toujours, alors, n'est-ce pas, prendre un régime par la gorge. Et souvent, n'est-ce pas, le système est tel que, n'est-ce pas, les dirigeants ont comme un goulot d'étranglement
sous le coup. Mais on ne peut jamais enchaîner un peuple. Le peuple est trop fort, trop puissant pour être enchaîné, n'est-ce pas, par qui que ce soit. Et c'est pourquoi je réitère, à travers votre micro, mon appel à l'union sacrée. Aujourd'hui, force est de reconnaître que la classe politique qui nous dirige, de 91 à maintenant, a pu étaler tout ce qu'elle peut faire de bien, de beau, et aussi, n'est-ce pas, de pervers, de méchant et tout. C'est-à-dire que les Maliens n'ont rien à apprendre encore de cette classe politique. Hein. Il faut avoir l'objectivité de les dire. Et je crois que si vous vous rappelez, lors du dernier débat entre les deux tours, l'une des, n'est-ce pas, des idées que j'avais émises, c'est cette transition générationnelle. Il est important aujourd'hui qu'il y ait une transition générationnelle au sommet de l'État. Mais si vous voulez hériter d'un État, il faudra, n'est-ce pas, contribuer à maintenir cet État-là en vie. Il faudra créer les conditions pour que l'héritage que vous devez recevoir puisse vous servir et puisse être un tremplin pour mettre en œuvre les idées généreuses, n'est-ce pas, les ambitions légitimes que vous avez pour votre population. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, moi je pense que quand la case brûle, et notre case aujourd'hui c'est la case Mali, il faut que chacun se donne les mains, au-delà des frustrations, au-delà de toutes les considérations qu'on puisse imaginer, pour que, n'est-ce pas, on puisse éteindre ce feu-là. Et bien entendu, n'est-ce pas, je crois qu'en 2023, il y aura une élection. Hein, et j'ose espérer que, n'est-ce pas, le changement va venir de la population elle-même, si tant il est vrai que cette population aspire véritablement au changement. Merci, Monsieur Camara. Honorable Mariko, c'est peut-être en même temps votre dernier tour de parole. Hein. C'est peut-être la dernière fois que vous allez avoir la parole ce soir, parce que nous sommes quand même précisément à 12 minutes de la fin. Donc, si chacun pouvait se contenter de 4 minutes par rapport à cette dernière question. Honorable, qu'est-ce que nous pouvons vraiment faire, que ce soit au niveau du peuple du Mali, que ce soit au niveau de l'opposition, au niveau du pouvoir, bref, qu'est-ce que tous les Maliens alors peuvent vous faire aujourd'hui pour qu'au moins puisse cesser vraiment les massacres de nos femmes, au moins ça. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour avoir au moins ça, honorable? Je dois vous dire que quand je dis la question qui a été posée à propos de Kidal, c'est quand vous avez dit est-ce que Kidal est du Mali? C'est la question. Mais à mon avis, je dis cette question, pour moi, n'a pas de sens. Parce que le problème, qu'est-ce que c'est que le Mali pour les Maliens aujourd'hui? Il faut dire purement et simplement que nous sommes devant la faillite d'un État. L'État actuel qui nous gouverne a failli. Et tant que cet État demeure dans ses visions politiques, dans ses visions programmatiques, nous ne pouvons pas nous en sortir. Or, apparemment, on veut nous faire croire à une génération spontanée de populations qui vont décider au-dessus de la tête des représentants du pays. Cela est illusoire. Cela est impossible à être réalisé. Alors donc, de ce point de vue-là, je dois dire que symbole de l'État pour symbole de l'État, un député a été piétiné ici avec le drapeau de l'État. Ça a été fait. Et qui a fait? Ce sont les forces de sécurité qui ont piétiné le député avec son macaron vert jaune rouge. Donc pourquoi on va se mouvoir devant un drapeau piétiné à Kidal par des populations lorsque l'État lui-même ne respecte pas ces symboles? Parce que simplement, ce député est de l'opposition. Vous voyez où est-ce qu'on est rendu? Vous voyez où est-ce qu'on est rendu? Donc moi, je vous dis simplement, parfois, je dois dire à l'honorable que nous étions très peu de personnes. Nous étions très peu de personnes en 2012, 2011. J'ai été rarement pris à partie par les populations maliennes dans la circulation. Qu'en 2012, on a marché contre l'intervention française. Des gens ont dit, on t'aimait, on ne t'aime plus. J'ai dit, dans 6 mois, vous allez descendre le drapeau français. Ça a été fait. 6 mois. Donc pour vous dire simplement que le cercle s'agrandit. Ce n'est pas une histoire de vous et de moi. Le cercle, il s'agrandit parce que
nous ne sommes pas les seuls patriotes, on peut tromper un peuple. Tout un peuple pendant un petit bout de temps, comme l'a dit le président Mérissé Touré, mais on ne peut jamais tromper tout un peuple. On peut tromper une partie du peuple tout le temps, mais on ne peut jamais tromper tout le peuple tout le temps. Donc aujourd'hui, le cercle de ceux qui aspirent à un nouveau type d'État au service des populations, ce cercle s'agrandit. Alors donc ces mouvements politiques qui sont en train de se faire aujourd'hui, à mon avis, sont les seules références sur lesquelles moi je puisse me baser pour dire que l'espoir est permis, mais cet espoir met du temps à se réaliser parce qu'il y a quand même trop de sang et trop de douleur. Maintenant, qu'est-ce qui peut écourter cela? Mais c'est les responsables. On a beau dire, c'est les responsables. Qu'est-ce que je vais aller faire dans un gouvernement de large ouverture, même plus large que ça, lorsque la vision programmatique ne colle pas au règlement de la question de la paix? Lorsque les premiers responsables vont dire, moi je ne peux rien dire à la France, hein, moi je ne peux rien dire à X, Y, mais vous, montez, montez. On peut déjà ici, allez-y dire que vous êtes contre la France. Après quand ça monte, on vient dire, ah non, non, vous êtes nos amis, vous êtes nos partenaires. Ça c'est quel double langage? Un homme d'État a la possibilité, a tous les moyens d'être clair et précis avec son peuple et avec ses partenaires. C'est de cela que le Mali a aujourd'hui besoin. Alors donc pour dire simplement que si le président Ibrahim Boubacar Keïta, parce qu'il peut écouter la situation, et sa majorité, son régime, sinon vous ne me rejoignez. C'est-à-dire que vous quittez le RPM et vous revenez rejoindre le rang du peuple, pour que le rang du peuple se grossisse en nombre et en qualité. Cela aussi pourrait être une solution, même avant 2023. Mais si nous voulons abréger certaines situations, c'est très simple. Vous-même, vous l'avez dit tout de suite, que Ibeka dise demain, en Conseil des ministres, il relève le chef de Barkhane dans le commandement militaire. Il dit, il prend des dispositions, il appelle la classe politique malienne, on vient, il prend des dispositions pour alléger le dispositif français dans l'aménagement et on change la mission de l'aménagement. Et maintenant, il déclenche un véritable dialogue avec tous ceux qui ont pris des armes ici aujourd'hui. Quand j'ai rencontré les gens dans Sardine en 2012, mais que d'eau propre. Et je voyais mon ami Tcheblin Dramé titré dans son journal le Républicain que j'étais d'intelligence avec les djihadistes. Aujourd'hui, c'est le général Mamadou Lamine Konaré, il est colonel, que l'on voit s'afficher avec Amadou Koufa. Il est allé lui voir Amadou Koufa. Moi, je trouve que c'est positif. Je trouve que c'est positif. Parce que j'ai dit, un Malien, même s'il pousse des cornes dans les yeux, s'il peut être la solution de la fin de ce carnage-là, c'est un passage obligé, il faut l'accepter. Mais aujourd'hui, je ne vois pas ces mêmes gens dire qu'aujourd'hui, que Mamadou Lamine Konaré et Maître Hassan Bari ont rencontré Amadou Koufa, sont des traîtres à la nation. Alors donc, ça me réconforte, parce que ça veut dire que notre thèse est en train de prospérer. Et je pense que si cette thèse-là a beaucoup plus d'adhésion, en quantité et en qualité, ça peut être une solution. Merci, honorable Mariko. Honorable Diarra. Moi, je serai très bref. Moi, je vais commencer d'abord au niveau de l'armée. Moi, je pense qu'aujourd'hui, pour trouver une solution à ces problèmes, il faudrait aujourd'hui, comme je l'ai dit au départ, que c'est là aujourd'hui qui ont délapidé, détourné quand même l'argent au niveau de l'armée, qui ont payé des vieux outils à notre armée à la place de neufs, que c'est là aujourd'hui soit poursuivi. Pour ramener quand même une certaine sérénité au niveau de nos forces armées de sécurité. Mais je voudrais quand même parler un peu de cette blague à l'honorable Marco. Je pense qu'il est docteur. On dit que la chirurgie aujourd'hui la plus compliquée en Afrique, ça c'est quand même vous le savez. Moi je pense qu'aujourd'hui la solution à ce problème c'est à deux niveaux et entre les mains de deux entités. La première entité, ça c'est la société civile et la seconde, la presse, les médias. Avec aujourd'hui une société civile engagée, déterminée, plus une presse engagée qui est là pour galvaniser, mobiliser le peuple, je pense qu'on peut, plus quand même l'armée, on l'a dit, comme l'a dit Marco, la solution n'est pas que militaire.
Aujourd'hui, avec ces deux entités engagées, je pense qu'on peut trouver la solution à tous ces problèmes-là. Merci, merci, honorable Diarra. Monsieur Kamara. Bon, merci. En fait, je crois que tout ce qui a été dit est extrêmement intéressant. Mais il faut toujours regarder la réalité en face. Aujourd'hui, force est de reconnaître que les attentes de notre peuple, à bien des égards, ne sont pas comblées. Il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de le dire. Toutefois, chacun peut aussi comprendre que quand une crise, n'est-ce pas, se déclenche, elle ne se déclenche pas en un seul jour. Ce dont nous sommes victimes aujourd'hui, chacun peut peut-être indexer X ou Y à titre individuel. Mais moi, je considère tout ça comme étant la conséquence, n'est-ce pas, d'un certain nombre de pratiques, d'attitudes, de comportements, et même, n'est-ce pas, des décisions politiques sur plusieurs décennies qui se sont accumulées et qui nous ont plongés dans cette crise-là. Maintenant, lorsque nous nous retrouvons dans une crise aussi aiguë, avec, bien entendu, des aspects divers, on ne peut pas non plus en sortir par décret ou par improvisation ou par baguette magique. C'est clair que les décisions politiques jouent un rôle extrêmement important. Ceux qui ont la responsabilité, n'est-ce pas, de la gestion de l'État, qu'on le dise ou qu'on ne le dise pas, sont les premiers à prendre l'initiative. Lorsqu'ils prennent l'initiative, ou tout au moins, lorsqu'ils indiquent la voie, le peuple politique d'abord, parce que moi j'aimais les hommes politiques, alors au devant, le peuple politique d'abord, suivi par le peuple associatif. Ensuite, n'est-ce pas, le peuple alors des, n'est-ce pas, militaires. Tout cet ensemble-là, en allant dans cette dynamique, pourra de façon unitaire, de façon globale, relever le défi. Les défis aujourd'hui de notre pays, M. Dissa, sont si grands que personne à lui tout seul, si ce n'est par prétention, ne peut les relever. Et moi, je dis que notre pays n'a jamais eu autant besoin de l'ensemble de ses fils et de l'ensemble de ses filles unis à son chevet. Parce que quand on est malade, on a besoin du soutien de l'ensemble de sa famille. Et il faudra que l'ensemble des Maliens, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur, qu'ils soient militaires ou civils, qu'ils soient politiques ou associatifs, religieux, que chacun puisse jouer alors sa partition, que chacun puisse apporter sa pierre à l'édification de notre pays. Et si, n'est-ce pas, nous nous référons à notre histoire, nous savons que notre pays a connu des situations beaucoup plus difficiles. Mais c'est les enfants de ce pays-là qui ont réussi à les relever. Et nous, étant les héritiers de ces enfants-là, nous avons toujours l'espoir, n'est-ce pas, de pouvoir relever ces défis. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que vous suivez l'émission politique Le Débat d'Africable Télévision qui ce soir portait sur le thème Takuba au Mali pour quoi faire. Et pour en parler ce soir, nous étions en compagnie de Honorable Omar Mariko, président du parti SADI, Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance, député à l'Assemblée nationale. Nous étions également avec Honorable Moussa Diarra, député à l'Assemblée nationale, président de la commission emploi et promotion de la jeunesse et des femmes de l'Assemblée nationale. Et notre troisième invité était M. Chekne Kamara, président de la plateforme citoyenne Les Bâtisseurs. À la lumière de ces débats, mesdames, messieurs, personnellement, ce que je retiens, c'est que nous sommes prêts au Mali à faire l'union sacrée autour de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, mais il leur est demandé des décisions courageuses. Et là, ils peuvent compter sur le peuple du Mali qui va les accompagner. Mesdames, messieurs, nous nous donnons rendez-vous dimanche prochain pour une autre émission politique des débats. D'ici là, portez-vous bien et passez une excellente semaine de travail. Au revoir.